L'Afrique australe, qui comprend la région du Katanga, ancienne République démocratique du Congo, est riche en minéraux essentiels dont dépend l'essor actuel du développement technologique de la majorité des pays industrialisés. La Chine est bien en avance sur les États-Unis en matière de production depuis la conclusion d'accords il y a plus de 10 ans, mais la logistique reste un défi et c'est là que les États-Unis pensent à pouvoir rivaliser avec la Chine. C'est l'objectif du corridor Lobito annoncé lors du sommet du G20 à Delhi l'année dernière. Le projet visait à l'origine de relier la Zambie et les régions riches en minéraux de la République démocratique du Congo à l'océan Atlantique via l'Angola et en modernisant un chemin de fer de l'époque coloniale. Mais il est désormais prévu de l'étendre à la Tanzanie, dans le but de créer ainsi le premier chemin de fer transcontinental d'Afrique. Ce dernier pays possède également d'importantes réserves minérales et est connu pour sa capacité à équilibrer géopolitiquement les intérêts des différentes puissances mondiales. Il faut d'ailleurs analyser sa stratégie politique étrangère pour en montrer la véritable signification. Pendant la guerre froide, la Tanzanie et la Zambie avaient des gouvernements socialistes révolutionnaires, mais ils étaient plus orientés vers la Chine que vers l'URSS. Pour cette raison, ils ont convenu de construire le premier chemin de fer moderne de la grande route de la soie, construit par la République populaire de Chine dans les années 1970. Ce chemin de fer est tombé en ruine au fil des décennies, mais la Chine a proposé sa rénovation d'un coût d'1 milliard de dollars plus tôt cette année, quelques mois après l'annonce de la construction du corridor de Lobito, montrant qu'elle est prête à rivaliser avec les États-Unis dans cette région d'Afrique. Alors, depuis la fin de l'ancienne guerre froide, la Tanzanie a modifié sa politique étrangère et se montre désormais amicale avec tout le monde. Il est particulièrement intéressant de noter que cet été, la Tanzanie a accueilli la deuxième conférence du club de discussion Valdai consacrée à la Russie et à l'Afrique. La première à se tenir en Afrique. Le club Valdai est la plus grande plateforme de réseautage de Russie et l'un des prestigieux groupes de réflexion. Il était donc extrêmement important que la Tanzanie aide à réunir ses invités russes avec leurs homologues africains. Maya Nikolskaya, directrice par intérim du Centre d'études africaines du MGIMO, c'est l'école de diplomatie la plus prestigieuse en Russie, a ensuite publié un rapport détaillé sur l'énorme potentiel inexploité de la coopération agricole russo-tanzanienne. Aussi prometteur que cela puisse paraître, il convient de noter que les relations entre l'Inde et la Tanzanie, dans leur ensemble, sont devenues encore plus fortes depuis qu'elles se sont transformées en un partenariat stratégique lors de la visite du président Hassan à Delhi en octobre de l'année dernière. Ainsi, comment va se décliner la compétition géostratégique entre les grandes puissances dans cette région de l'Afrique? Quelle marge de manœuvre ont les pays de l'Afrique australe pour défendre leurs intérêts, leur territoire et leur population? Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Akram Khariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Akram Khariev, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Akram Khariev, la Tanzanie peut apprendre beaucoup de la République centrafricaine, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dont les trois derniers ont formé l'Alliance du Sahel et viennent d'annoncer la création d'une confédération sur la meilleure façon de manœuvrer à travers cette rivalité géopolitique et géostratégique. Alors, ces quatre pays mènent la lutte contre le colonialisme et au profit des processus multipolaires en Afrique. Ils ont non seulement conclu une alliance avec la Russie,
mais ont également expulsé les troupes françaises et américaines de leur pays. Les dirigeants sont également très avisés politiquement. Alors, vous, en tant que spécialiste de cette région, et je rappelle que vous êtes toujours, vous êtes l'un des experts de Val d'Aille, justement, vous êtes souvent invité, ou même tout le temps invité sur les questions africaines et nord-africaines et orientales dans les discussions de Val d'Aille. Alors, qu'en pensez-vous de ça? Et puis, la Tanzanie choisira-t-elle la même voie de l'indépendance et de la souveraineté que les pays de l'Alliance des États du Sahel? Bon, d'abord, il faut comprendre que l'approche aujourd'hui vers la Tanzanie est un fait inédit à la fois pour la Russie, enfin surtout pour la Russie. C'est très difficile de faire un parallèle entre la Tanzanie et l'AES, République centrafricaine, parce que dans les deux cas, dans les deux cas, l'entrée de la Russie dans ces pays-là s'est passé à travers la résolution ou la tentative de résoudre un conflit local Mhm, et pacifier une zone. Donc la Tanzanie est un pays qui a un régime politique qui est plutôt stable, qui a un langage politique qui est très très ouvert à la fois vers l'Occident mais aussi vers la Russie et l'Extrême-Orient. Donc, la Tanzanie est dans une position qui lui permet de choisir mieux ses partenaires et ses partenariats. En mhm, réalité, la Tanzanie fait face quand même à des menaces extraterritoriales. Elle est quelque peu coincée entre Mozambique et Somalie, et donc elle se trouve au milieu d'un arc de crise lié au terrorisme international, même si mhm, son territoire est pour le moment préservé. Elle est aussi potentiellement un pays riche, très mal exploré, qui ne connaît pas ses véritables capacités. On a vu récemment, par exemple, la découverte d'énormes gisements de gaz offshore au Mozambique. Ça peut tout à fait être le cas aussi pour la Tanzanie. Donc, nous avons en fait, Tanzanie, qui est un pays qui ignore ses véritables capacités, qui est plutôt stable politiquement, qui est plutôt ouvert politiquement et qui aujourd'hui aspire à concrétiser des partenariats internationaux, mais surtout à s'insérer dans des dynamiques mhm, régionales. Vous avez très bien fait de citer le corridor qui a été induit par la Chine. mhm, Et donc, tout ceci contribue donc à créer des opportunités, que ce soit pour la Russie ou pour la Chine, euh, pour investir et pour se rapprocher de ce pays-là. La Russie a, de manière intelligente, donc vous avez cité la tenue de la première réunion hors Russie de Valdai. Je vous rappelle qu'en 2023, il y a eu aussi, à la veille du sommet de Saint-Pétersbourg, une grande réunion de Valdai qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg là aussi et qui a tourné autour des défis du post-colonialisme en Afrique et qui a beaucoup d'accord. insisté sur les opportunités en termes de développement de l'indépendance des pays africains vis-à-vis de la question de la nourriture. Et donc, l'approche russe aujourd'hui en Tanzanie se fait essentiellement à travers le grain, à travers l'aide au développement d'une agriculture rentable ou à Mhm, fort rendement et aussi de permettre à livrer du grain, donc que ce soit maïs, orge ou blé, de manière peu chère et surtout, euh, faire sortir la Tanzanie du cycle infernal donc des grandes compagnies occidentales, donc essentiellement américaines mais aussi européennes, qui font rentrer certains pays africains dans le cycle des OGM et dans le cycle aussi de l'achat de semences. Donc mhm, aujourd'hui, la Russie est en train de proposer des alternatives bio, on mhm, peut le dire, du moins sans OGM,
et sans achat de semences modifiées génétiquement qui rend petit à petit certains pays esclaves vis-à-vis des pays occidentaux. D'accord. Et vous avez bien fait de nous rappeler ça, la tenue de ce sommet, effectivement, Saint-Pétersbourg. de Valdai à Saint-Pétersbourg. Je crois que c'était quelques jours avant la tenue du sommet C'était Russie-Afrique. 3 jours avant, oui, tout à fait. Russie-Afrique. Oui. D'accord. Bien. Alors, pour la suite, Akram Kharlief, même si la Tanzanie, pourquoi on parle de la Tanzanie? Parce que c'est justement le pays qui permet de relier ce corridor proposé par les Américains, l'Obito. L'ouverture va se faire à partir de la Tanzanie sur l'océan Indien et l'Angola sur l'océan Atlantique. Mm. Alors, mais dans ce cas, de cette configuration, même si la Tanzanie n'a pas de troupes donc étrangères sur son sol, ses forces armées s'entraînent donc toujours avec leurs homologues américaines et considèrent que cela comme la norme. Ils ont tout à fait le droit d'ailleurs de voir ou de gérer leurs intérêts comme i- ils le veulent et comme ils pensent être le meilleur moyen pour leurs intérêts, et pour leur pays. Alors, il a également été rapporté que la Zambie voisine, pays également de passage du corridor Lobito, serait en pourparlers avec les États-Unis en vue d'établir des bases militaires américaines sur son territoire. Mais ces informations, rappelons, ont été démenties. Alors, les États-Unis espèrent-ils contrôler le chemin de fer transcontinental qu'ils tentent officiellement de construire entre l'Angola et la Tanzanie pour avoir justement la main sur le contrôle des ressources de cette région-là? Et clairement, clairement, on voit ce qu'on appelle un phénomène de spillover vers le sud de la présence militaire américaine, qui aujourd'hui est très intéressée par le fait d'avoir des bases navales des deux côtés de l'Afrique australe. Je l'ai dit tout à l'heure, le Mozambique était une des cibles privilégiées depuis pas mal de temps pour des raisons justement de présence de gaz et d'hydrocarbures et aussi de proximité avec la RDC qui est le réservoir Mhm. africain en matière de de minerais précieux et de minerais aussi techniques. Stratégique, de Tout à minerais fait. stratégiques. Tout à Mhm. fait. Donc les États-Unis aujourd'hui sont très intéressés par une présence militaire dans cette région-là et je pense que ils vont profiter du fait de l'absence de l'absence de la Chine en matière d'armée dans la région et de l'absence aussi de la Russie pour essayer de gagner du temps et se déployer dans cette région-là qui historiquement est aussi loin de la sphère d'influence française et donc qui n'a pas connu réellement de présence militaire internationale. Et aujourd'hui, la situation étant vraiment parsemée de risques pour la région, y compris pour la Tanzanie, j'imagine que ce pays-là va devoir à un moment faire appel à de la coopération internationale en termes de sécurité. Cela peut être via les États-Unis ou via la Chine ou la Russie, mais devra le faire de toutes les manières vu le prix des équipements militaires et le coût énorme de l'investissement en termes de sécurisation. Donc, tout à fait, il y a un intérêt américain, il y a aussi un intérêt de quelques pays dans la région pour justement attirer une présence sécurisante à travers ce corridor. D'accord. Et donc, les États-Unis pourraient également, selon les informations que nous avons pu collecter, comme plan B, faire le choix de renforcer leur partenariat militaire avec l'Angola, la Zambie et peut-être la Tanzanie, raison pour laquelle ces trois pays devraient faire preuve de prudence selon certains experts africains. En effet, de par donc l'expérience, c'est une chose
de bénéficier économiquement du commerce avec l'Occident, mais notamment les Américains, mais d'accueillir cette troupe sur son sol, on est carrément une autre affaire. Et nous avons vu ça au Mali, au Niger et dans d'autres régions du monde. Alors, ma question, par conséquent, ces trois pays devraient-ils faire tout leur possible pour résister à la pression américaine visant à transformer le partenariat ferroviaire transcontinental avec les États-Unis en un véritable partenariat militaro-stratégique? Et le développement de liens avec d'autres pays peut-il les aider à cet égard pour avoir un équilibre, ce qui ne veut pas dire qu'il faille tourner le dos carrément à la coopération avec les Américains, mais trouver, disons, un équilibre qui permet de sauvegarder leurs intérêts. Donc, des trois pays que vous avez cités, celui qui est le plus à même de parvenir à négocier de manière un peu plus sereine avec les États-Unis, nous avons l'Angola. L'Angola qui est une puissance financière, qui est une puissance pétrolière et qui a suffisamment de réserves en termes donc de cash, d'argent, pour pouvoir négocier et discuter avec les États-Unis. En fait, la vraie problématique dans la région, c'est que ces pays-là ont un réel passé commun Mhm. euh, vis-à-vis de la colonisation, puis vis-à-vis des luttes progressistes, notamment contre l'apartheid et l'influence sud-africaine pendant les années 70, 80 et début 90. Ce sont des pays qui ont connu le même rythme de développement et qui ont fait face aux mêmes défis. Donc, ce sont des pays qui devraient, ayant un minimum de moyens, qui devraient d'abord s'unir en groupement régional ou du moins développer une coopération interrégionale entre eux. Et pour cela, il faut plus de stabilité politique, plus de moyens qui soient injectés et des garanties de contre-pouvoirs internationaux et de protection. Vous avez cité les États-Unis comme source de pression politique sur cette région-là. Vous avez cité la Chine et la Russie, mais vous n'avez pas cité un acteur très très important qui est Mhm. l'Afrique du Sud. L'Afrique du D'accord. Sud, aujourd'hui pays des BRICS, considère sa sphère d'influence comme étant l'ensemble de l'Afrique australe, en particulier la Namibie, Mozambique, Angola, Botswana, comme étant véritablement son précaré politique et même son précaré militaire. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est membre des BRICS, membre fondateur des BRICS, a exprimé une certaine proximité avec la Russie sur le plan militaire international. On l'a vu à travers les exercices Mhm. maritimes qui ont eu lieu entre Chine, Russie et Afrique du Sud par deux fois en 2023 et 2024. C'est possible Dans, dans, aussi, dans, au large des côtes de l'Afrique du Sud, tout justement. à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est engagée militairement dans le conflit, dans certains conflits de la région, notamment au Mozambique. Donc, c'est un pays qui a réussi plus ou moins à stabiliser le conflit au Mozambique. Donc, c'est possible d'imaginer demain la reconduction de cette alliance de fait Afrique du Sud, Chine, Russie pour contrebalancer cette tentative d'hégémonie américaine sur cette région et sur ce corridor. Mhm. Donc la Russie et la Chine pourraient revenir dans la région à travers l'Afrique du Sud. Et donc, si je comprends bien, euh, donc, si l'on parle d'un point de vue de ce qui est en train d'émerger comme nouvelle architecture de la gouvernance mondiale, est-ce que, est-ce que l'Afrique du Sud a plus intérêt à s'aligner sur la Russie et la Chine, ou elle a aussi sa façon de voir les choses et d'équilibrer justement ses relations dans cette région? Non, on voit que l'Afrique du Sud a pris un chemin
qui n'est pas pro-occidental, on va dire, hein. Mhm. C'est un chemin qui est plus ouvert vers les thèses de multipolarité et de partage équitable des pouvoirs et des sphères d'influence, notamment en Afrique. Donc, pour cela, en termes de politique internationale, on le voit sur la question palestinienne, on le voit sur la question des BRICS, etc., que que Pretoria a pris l'option d'une démarche de multipolarité en adhérant aux BRICS, en coopération avec la Chine et la Russie, en coopérant avec la Chine et la Russie. Donc, je pense réellement que, il y a une tendance lourde Mhm. en Afrique du Sud pour justement euh, bâtir une architecture sécuritaire et économique en Afrique australe en passant par elle et à travers une coopération avec la Russie et la Chine. Ça, c'est de plus en plus clair. D'accord. Et vous pensez que c'est les exercices-là qui se sont déroulés justement en 2023 et 2024, ce sont des exercices navals avec un seul commandement intégré pour les trois marines des trois pays. Est-ce que vous voyez ça comme un prélude Oui. justement à cette alliance militaire Hypothétique, oui, oui. hypothétique? Oui, 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 je vois ça, je vois ça comme une démarche forte, hein. Vous savez, ça aurait été des exercices binationaux. On aurait dit que c'était de la coopération classique, mais le fait de monter un exercice complexe Mhm, avec deux pays qui sont à la fois alliés et rivaux sur le plan géopolitique, cela veut dire qu'il y a une volonté triangulaire de mhm. bâtir quelque chose. Et donc, à mon avis, c'est un signe très, très fort de l'existence de cette alliance-là. On l'a vu encore une fois, je le répète, le triangle Pretoria-Pékin-Moscou a aussi a joué un très grand rôle dans la création des BRICS et dans la dynamique qui y a eu autour. D'accord. Alors, des puissances telles que la Russie, l'Inde et même les Émirats arabes unis, qui sont devenus des forces avec lesquelles il faut compter en Afrique, il faut le dire, peuvent manœuvrer dans cette concurrence des superpuissances pour l'accès aux ressources afin de participer également au processus. Idéalement, bien sûr, on le souhaite tous au profit de la Tanzanie et des autres pays voisins, à condition que ces derniers, justement, mènent des négociations appropriées pour défendre leurs intérêts. Alors, de votre avis, n'est-il pas dans leur intérêt, justement, d'augmenter le nombre de partenariats et d'améliorer leur qualité pour éviter une dépendance disproportionnée à l'égard de l'un ou de l'autre? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je peux même ajouter d'autres acteurs à ceux que vous avez cités, des acteurs très importants qui jouent actuellement un rôle prépondérant dans la région, notamment en Afrique centrale, le Rwanda et la Mhm. Turquie, D'accord. qui agissent directement et qui menacent aussi certains intérêts dans certains pays. En fait, la Tanzanie a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de développer à l'échelle régionale des moyens pour justement avoir une indépendance politique. Et le deuxième intérêt, c'est que en réalité, il y a une structure qui s'appelle l'Union africaine, qui est une structure qui est très intéressante, qui regroupe l'ensemble des pays africains, qui est dotée de moyens, y compris militaires théoriques, et qui devrait en réalité défendre les intérêts des pays africains. La Tanzanie, ainsi que la Zambie et l'Angola, devraient militer très fort dans le cadre de l'Union africaine pour que justement il n'y ait pas d'interférence étrangère. Et si ces interférences aient lieu, qu'elles soient encadrées Mhm. par l'Union africaine et dans un esprit réellement panafricaniste, comme le veut donc l'ADN de cette institution-là. Donc aujourd'hui, la Tanzanie a fortement intérêt
à multiplier ses partenariats, garder un équilibre, voir son propre intérêt et surtout travailler, donc faire tout cela dans le cadre de la légalité internationale sous le parapluie de l'Union africaine. D'accord. Alors, en théorie, donc tout cela semble tentant, mais peut s'avérer difficile à mettre en œuvre en pratique, surtout si les États-Unis et les Occidentaux en général recourent à des révolutions de couleur comme ils en ont l'habitude, à d'autres intrigues même pour évincer la Chine et les autres concurrents que vous venez même de citer, la Russie, l'Inde, la Turquie et j'en Le passe. Rwanda. Et le Rwanda aussi. Et l'intérêt stratégique de l'Amérique est de contrôler l'accès justement de la Chine aux minéraux essentiels, puis de lui refuser l'avantage sur son rival. Mais cela pourrait avoir des conséquences en cascade qui pourraient plonger la région dans le chaos, rendant éventuellement plus difficile l'accès de tous ces acteurs à ces ressources. Alors, ces grandes puissances souffriraient également de ce scénario et les perturbations surprises des chaînes d'approvisionnement aux minéraux stratégiques provoquées par cette intervention pourraient se répercuter négativement sur le monde entier parce que toutes les industries de haute technologie partout dépendent justement de ces ressources. Alors, quel est votre avis sur cette possibilité et y a-t-il un moyen de contourner ce piège géopolitique? Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette possibilité, elle existe. La rivalité entre les États-Unis et la Chine font que cette possibilité-là va être exacerbée dans un futur proche, surtout si on arrive à élire aux États-Unis Donald Trump, qui est un isolationniste et aussi un farouche opposant à la Chine. Donc, on risque de voir des tensions augmenter entre les deux pays et le centre de l'Afrique, donc la RDC, sera probablement l'enjeu majeur de la politique étrangère états-unienne les prochaines années. Euh, la Chine, euh, la Chine est dans exactement la même situation. Elle a un appétit vorace en matières premières. Elle investit de plus en plus euh, physiquement en envoyant ses ressortissants en Afrique et elle expose ces ressortissants-là à des risques vis-à-vis de leur sécurité. On l'a vu récemment, il y a eu des cas de Chinois assassinés en Afrique, donc au Niger, au Soudan, dans de nombreux pays. Cela pourrait, dans un avenir proche, déclencher un phénomène de volonté de protection des ressortissants chinois qui passerait aussi par l'utilisation de compagnies militaires privées, de sociétés de sécurité ou même l'envoi de troupes dans les pays que j'ai cités. Mhm. Donc aujourd'hui, le cadre de médiation idéal et le cadre d'apaisement idéal, qui est un cadre collégial, devrait en théorie être l'Union africaine. Devrait D'accord. être l'Union africaine et l'Union africaine devrait, par sa puissance politique, parce que l'Union est puissante politiquement, on l'a vu par exemple dans les cas de coup d'État dans certains pays africains, elle a réussi à isoler les putschistes et à faire en sorte que la situation redevienne normale. Donc l'Union africaine qui est un potentiel géant politique en Afrique, devrait jouer le rôle de l'arbitre et du régulateur. D'autant plus que nous avons de grands pays en Afrique qui sont capables d'apporter les moyens militaires et financiers, notamment l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte. Et Mhm. l'Éthiopie, bien évidemment, qui abrite l'Union africaine. Ces pays-là peuvent se transformer en sorte de garants politiques et militaires de la sécurité de ces pays du corridor tels que vous les avez cités. Alors, l'Inde a participé à des exercices militaires trilatéraux avec la Tanzanie et le Mozambique au printemps, et le groupe indien Adani exploitera désormais la part
le port, pardon, de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, pour les 30 prochaines années. Et les deux pays, ainsi que les États-Unis, ont également convenu d'un partenariat énergétique renouvelable, entre autres formes de coopération. De plus, la Tanzanie fait partie de la région côtière de l'océan Indien et abrite donc environ 60 000 citoyens d'origine indienne qui servent de lien entre les deux pays. Et puis on a la reconstruction prévue par Tazaray et l'expansion du corridor de Lobito devraient également créer des emplois pour sa population en croissance rapide qui devrait tripler, passant de 60 millions à près de 300 millions d'ici l'an 2100. Alors, Akram Khariev, étant donné que les relations indo-américaines restent tendues en ce moment et que les deux pays ont des intérêts communs dont la concurrence avec la Chine en Afrique australe, mais pas uniquement en Afrique australe d'ailleurs, peut-on dire que la Tanzanie est sur le point d'en bénéficier justement de cette situation? Et comment, à votre avis? De toutes les façons, de tous les pays africains propices à l'essor d'une coopération poussée avec l'Inde, nous avons deux pays. Nous avons le Kenya, mais surtout la Tanzanie. Mhm, Donc, je pense que l'Inde aujourd'hui est en train de mettre tous les moyens possibles pour truster, donc pour prendre le plus de parts de marché dans le monde politique et dans le monde économique en Tanzanie. Vous l'avez dit, ils ont pris le contrôle du port de Dar es Salaam. Ils veulent aussi prendre le contrôle de l'aéroport de Dar es Salaam et ils veulent aussi contrôler un tant soit peu les activités commerciales avec l'île de Zanzibar. mhm, Un des axes en termes de narratif utilisé par l'Inde, c'est que il existe un partenariat donc séculaire entre les deux. Je le dis bien séculaire, hein, parce que mhm. l'Inde en Tanzanie, c'est une histoire qui remonte à plusieurs centaines d'années, qu'il y D'accord. a un véritable partenariat séculaire entre les deux pays, que, que aussi l'Inde allait être bienveillante avec la Tanzanie, contrairement à la Chine qui a des visées, disons, de prise de pouvoir dans les pays de l'Afrique australe par la dette. On l'a vu par exemple au Kenya, on l'a vu en Ouganda, etc. Et cette narrative-là marche très très bien en Tanzanie, qui a peur du piège de la dette justement et qui Mhm, est plus orienté sur du commerce au jour le jour plutôt que des projets lourds qui risqueraient d'engager le pays dans un cycle d'endettement et de dépendance vis-à-vis de la Chine. Donc, l'Inde aujourd'hui est en train de transformer la Tanzanie en une sorte de comptoir commercial pour l'Afrique de ses produits, mhm, notamment dans le secteur textile et automobile, qui repose grandement sur les capacités de la Tanzanie, sur la logistique qui existe là-bas. Je pense que l'Inde a fort à gagner en développant son partenariat et je pense que l'Inde pourrait réellement supplanter la Chine dans ce pays-là. mhm. Effectivement, l'Inde d'aujourd'hui a une relation tendue avec à peu près tout le monde. Il faut le dire, elle est en conflit avec la Chine. Elle a des relations très difficiles avec les États-Unis et très récemment, on l'a vu, les relations entre l'Inde et la Russie se sont un petit peu tendues après la visite du président indien en Ukraine. Donc, nous avons une sorte de brouillard de guerre qui entoure l'Inde Mhm. et qui nous fait plutôt penser que l'Inde a des projets en solo, donc en solitaire, vis-à-vis de son avenir géostratégique, notamment en Afrique. D'accord. Alors, en attendant, c'est-à-dire de voir comment, et ça sera vraiment très passionnant d'ailleurs,
comment les contours de cette concurrence internationale évolueront, espérons-le dans des termes pacifiques. Dans tous les cas, les observateurs devraient garder l'œil, je vous demande d'ailleurs votre avis, attentif sur les développements en Afrique australe, car il n'y a aucune région du monde où les États-Unis tentent de concurrencer sérieusement la Chine dans les domaines des infrastructures et des ressources. Et on a, à contrario, la Chine a certainement un avantage, comme elle l'a acquis il y a 10 ans, mais les États-Unis ne se laissent pas découragés. C'est pourquoi ils ont annoncé le corridor justement de Lobito en septembre de l'année dernière et envisagent désormais de l'étendre à la Tanzanie. Alors, comment voyez-vous l'évolution de la situation dans la région, dans cette région de l'Afrique? Est-ce que vous pouvez imaginer un peu, disons, même si on vous force à tirer les choses un peu, d'imaginer un peu comment pourrait évoluer cette situation? Donc, on a deux possibilités. On a une première possibilité où il y aura une confrontation entre la Chine et les États-Unis sur le plan stratégique. Donc, ça se fera euh, probablement du côté chinois avec une alliance, par une alliance avec la Russie et donc une alliance sécuritaire avec la Russie et une présence commune militaire dans les pays susnommés. Les deux pays, Chine et Russie, ont un avantage énorme par rapport aux États-Unis, c'est qu'ils maîtrisent, disposent et offrent des technologies militaires à bas prix comparativement au prix exercé par les Américains, qui pourrait intéresser les armées de ces pays-là. Mhm. Donc on a cette confrontation avec une présence militaire des deux superpuissances, États-Unis et Chine, éventuellement Russie. On a une deuxième option qui pourrait aussi avoir lieu et dont on a vu quelque part les contours, notamment au Mozambique, c'est Mhm. un rapprochement Chine-États-Unis et un Chine et partage États-Unis. tout à fait, un partage des intérêts, un partage des richesses. On l'a vu par exemple au Mozambique, lors de la crise de Cabo Delgado, une partie de la résolution de la crise est en train d'être faite par un rapprochement de certains cercles d'affaires américains, notamment les sociétés proches d'Eric Prince, les sociétés pétrolières et gazières, avec les intérêts de la Chine dans la région. Donc, on a une sorte de front commun contre le terrorisme et pour le contrôle des ressources dans une région qui se trouve en Afrique australe. On pourrait voir ce front commun se reproduire. La Chine étant très pragmatique, les États-Unis aussi. Cette partie du monde étant très très loin et très isolée des circuits logistiques, les deux pourraient éventuellement s'allier pour faire face et pour justement exploiter euh, à l'est comme à l'ouest les ressources avec un partage équitable entre les deux pays. C'est une éventualité qui n'est pas à exclure. Mais c'est les deux pistes que je vois actuellement. D'accord. Alors, lors du forum Chine-Afrique 2024, début Hmm. septembre, qui s'est tenu début septembre à Pékin, Bruxelles. voilà, donc Ah, Chine-Afrique. Chine-Afrique, Chine-Afrique. Hmm, hmm, hmm. Donc, Pékin s'est engagé à financer d'autres projets au-delà de celui justement qui concerne l'Afrique australe, notamment l'expansion des réseaux routiers, ruraux, la fourniture d'équipements pour les centres de formation professionnelle et le financement de nouvelles routes de contournement pour réduire la congestion routière dans la capitale kenyane et les villes environnantes. En outre, le sommet a discuté de la possibilité de créer une ligne ferroviaire en Afrique reliant l'océan Indien à l'Atlantique en étendant le projet kenyan à l'Ouganda, à la République démocratique du Congo et à la République du Congo, ce qu'on appelle le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Brazzaville. Voilà, donc la ligne proposée revitaliserait les économies africaines et développerait les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie. De plus,
un projet routier précédemment attribué à une entreprise française et confronté à des retards interminables pourrait être aussi confié aux Chinois. Alors, Akram Khaliev, les États-Unis ont-ils vraiment les moyens de leur politique en Afrique? Et peuvent-ils réellement convaincre les Africains d'adopter leur stratégie et non pas de se pencher complètement, ou peut-être pas du tout, du côté des Chinois et des autres puissances? Vous savez, un des plus grands problèmes actuels aux États-Unis, c'est que ce pays a connu son climax en termes géopolitiques, économiques, pendant les années 90, à un moment où le monde était réellement unipolaire et où Washington pouvait décider de tout partout. Euh, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, bientôt en 2025, les États-Unis sont toujours formatés à cette idée-là d'hégémonie, Mhm. Absolument. de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Le pays est aujourd'hui en déclin. Les États-Unis des années 90 ne sont pas les États-Unis d'aujourd'hui et le déclin va se poursuivre. Et aujourd'hui, de très nombreux pays dans le monde peuvent dire de manière claire au visage des États-Unis qu'ils ont d'autres alternatives. Donc, C'est-à-dire, d'autres, dans ce cas, justement, c'est les pays africains à qui, par exemple, la Chine, même d'autres, proposent tous ces projets structurants. et ces alternatives-là sont d'un côté, propose des solutions économiques, des solutions de développement, parce que investir dans les infrastructures, c'est une promesse de développement. Investir dans les centres de formation, former les gens sont réellement, ont un impact sur le PIB et sur le développement des pays. Et deuxièmement, les pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde ne sont pas très regardants sur les aspects de politique intérieure de ces pays-là et ne Mhm. cherchent pas à avoir des pays politiquement inféodés à leur narratif. Donc, le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas conscients de leur déclin en termes de puissance et qu'il existe des alternatives, fait en sorte que les propositions euh, que peuvent formuler les États-Unis sont de plus en plus faibles et sont aussi de plus en plus restreintes. Et donc, n'ont pas beaucoup de chances de réussir. Euh, Ça va être très, très difficile pour Washington de convaincre sans contrepartie les pays africains C'est-à-dire que son contrepartie consistante, et consistante réels et et tangibles. réelle et viable. Ouais. Exactement, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas prêts économiquement à investir dans le développement des infrastructures en Afrique australe et en Afrique de manière générale, et n'ont pas une volonté de s'ouvrir, d'ouvrir leurs frontières, d'ouvrir leurs universités, leurs centres d'études aux Africains. On le voit. Or, d'autres pays comme la Russie, la Chine, même la Turquie, les Émirats sont des pays à visa facile d'accès, qui propose des bourses, qui propose des alternatives aux grandes écoles américaines et occidentales et qui sont totalement ouverts aux étudiants et à la jeunesse africaine. Un véritable investissement dans la ressource humaine qui va creuser cet écart entre monde multipolaire et hégémonie américaine, je pense, dans un horizon de 30 ans. D'accord. Alors, l'équilibre géopolitique de la Tanzanie certainement jouera un rôle important dans l'évolution des choses, tout comme la participation d'autres puissances, notamment l'Inde. Et elle est dans une position unique pour faire pencher la balance de l'influence économique de la Chine, pas nécessairement vers les États-Unis, mais dans une direction plus neutre en raison de ses propres besoins énormes en ressources minérales stratégiques. Alors, en cas de succès, l'Inde pourrait-il reproduire cette politique dans d'autres pays, ce qui en ferait alors une partie intégrante des efforts de ses partenaires pour équilibrer la nouvelle guerre froide en cours?
Ah, c'est tout à fait possible. L'Inde a certains avantages historiques dans certains pays qui donnent sur l'océan Indien. Donc, je citerai Kenya, Ouganda, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Donc, ces pays-là peuvent être sous influence de l'Inde, surtout si l'Inde a l'intelligence de ne pas faire tomber ces pays dans le piège de la dette et faire en sorte que ces pays-là deviennent des plateformes commerciales et donc fassent circuler de l'argent rapidement et facilement, donc sans grands investissements donc pour les gouvernements. L'Inde a cet avantage-là, mais le problème de l'Inde aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas de stratégie claire en termes d'industrie. Euh, Ils sont eux-mêmes un énorme marché et un énorme aussi, comment dire, c'est un énorme marché de consommation, mais c'est aussi un marché d'emploi qui est très, très grand et qui est en train de prendre des proportions qui pourraient demain dépasser les besoins de l'humanité tout entière. Donc, le nombre d'ingénieurs qui existent en Inde, etc., le nombre de travailleurs à un moment sera trop grand pour les capacités d'absorption de l'économie mondiale et va représenter un problème pour ce pays-là. Donc, je vois mal l'Inde aujourd'hui sans stratégie réellement claire en termes de développement. euh, Véritablement devenir un hégémon dans une des parties de l'Afrique. Mais néanmoins, l'Inde va jouer un rôle très très important, comme vous le dites, d'équilibre entre le bloc disons, oriental et bloc occidental, au moins dans trois, quatre pays africains, des pays très importants. Lesquels? Lesquels, s'il vous plaît? Donc, Kenya, Ouganda, de Tanzanie, à plus faible raison, Mozambique, probablement aussi la Somalie, l'Érythrée. Donc, ces pays-là peuvent être sujets à une influence indienne très forte et à une véritable stratégie de déploiement de l'Inde. Mais ça n'ira pas au-delà de ces pays-là. D'accord. Alors maintenant, une dernière question à Kalam Khalif, mais je pense très importante parce que elle remet justement les pendules de la responsabilité dans la situation un peu dans le camp des pays africains eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut se faire respecter que si on impose justement le respect dans les relations internationales. Il n'y a pas d'association de Non. bienfaisance. Donc, alors, la loi de 2017 en Tanzanie sur les richesses et les ressources naturelles, sous l'intitulé de souveraineté permanente, a interdit l'exportation des matières premières destinées à être transformées à l'extérieur du pays afin d'encourager les investissements, à l'aider à construire une industrie nationale de transformation. Alors, cela pourrait-il élargir à mesure que la Tanzanie deviendrait un point, peut-être élargi, à mesure que la Tanzanie deviendrait un point de rencontre pour des projets compétitifs entre les États-Unis et la Chine en Afrique centrale, mais pas uniquement la Chine, ce qui en ferait un pôle régional et cela ajouterait de la valeur à ces exportations justement et jetterait des bases solides pour la connaissance économique ou la croissance économique future. C'est-à-dire que in fine, si les pays africains, que ce soit la Tanzanie, l'Angola, la RDC, n'établissent pas justement et ne mettent pas sur pied les stratégies et les moyens politiques, militaires et juridiques d'imposer un développement local intense, euh, comment les choses pourraient évoluer positivement pour eux? C'est tout à fait juste, mais d'un autre côté, ces pays-là que vous avez cités, on va prendre le cas de la Tanzanie que vous avez cité, la loi est à saluer, les efforts politiques sont à saluer, mais le problème aujourd'hui, c'est que dans des environnements
faiblement démocratique, où la population n'a pas de réel pouvoir de contrôle et n'a pas accès à l'information, nous avons des phénomènes autres qui apparaissent. Vous avez dit, par exemple, que cela pourrait inciter les États-Unis, je cite les États-Unis en exemple, hein, à investir dans du développement et dans de la production locale. Je peux vous répondre que dans un environnement où il n'y a pas de redevabilité des personnels au pouvoir et où il n'y a pas de transparence, cela va au contraire pousser les États-Unis à plus de corruption pour obtenir de manière illégale ces ressources-là. Et on l'a vu, hein, Absolument. il y a du monitoring qui se fait. Dans le cas, par exemple, de la RDC et aussi de la Tanzanie, où il existe des lois qui interdisent l'exportation de bois non transformés, de bois brut. Nous avons des essences rares qui devraient être d'un côté préservées, donc pas coupées, et encore moins vendus en l'état, qui sont aujourd'hui exportés vers la Chine et vers des pays de l'Occident grâce à la corruption. D'accord. Et Malgré l'existence mais de bien lois qui sûr, interdisent. les lois ne font pas la réalité, malheureusement. Ce qui fait la réalité, c'est la capacité des populations à contrôler les gouvernants et à contrôler l'application des lois. Donc, du moment où ceci n'existe pas, donc où ces pays-là ne sont pas dotés d'outils de gouvernance qui instaureraient la justice et qui instaureraient le contrôle, euh, toutes les lois qui réglementeraient les exportations et inciteraient à l'investissement seront probablement contournées et bénéficieront aux personnes qui sont au pouvoir, plus qu'autre chose. D'accord. Alors, mais dans ce cas, ce qui veut dire que la situation reste quand même extrêmement volatile et extrêmement, comment dirais-je, Instable. instable et poreuse. Poreuse. Il n'y a pas de situation où donc c'est la corruption fait Oui, encore toujours la loi tout à fait. dans sa sphère. Et c'est pour cela que l'Union africaine est un instrument qui pourrait être une sorte d'instrument africain d'évangélisation à la démocratie. Quand je dis démocratie, ce n'est pas ce qui est décrit, imposé par l'Occident, mais c'est juste le contrôle des populations de leurs gouvernants et la justice. Donc, l'Union africaine pourrait avoir cette mission d'évangélisation et apporter des garanties aux populations africaines pour justement bâtir leur propre démocratie, leur propre façon de voir la démocratie et donner aussi des alternatives économiques à ces dirigeants-là qui se retrouvent obligés de puiser dans le vivier de la corruption pour survivre. Mhm. Donc, aider les corrompus à sortir de la corruption. Et ça, ce sont des mécanismes qui devront être bâtis les prochaines années par les Africains eux-mêmes. Et ça viendra grâce à la formation, au développement et à la prise de conscience des populations africaines qui avancent chaque année. D'accord. Alors, mais dans ce cas, Karam Khariev, par exemple, ce qui a été décidé lors du sommet Chine-Afrique, est-ce que justement pourrait aller dans ce sens et faire en sorte, parce qu'on le sait tous, hein, la corruption a été justement, vous l'avez dit à juste titre, le moyen avec lequel les pays du Sud ont été gouvernés par le grand capital international. Est-ce que dans le fait qu'il y a des projets réels, il y a des projets physiques qui sont proposés et dont la Chine donc s'engage à les réaliser parce que tout simplement, il y a une bonne partie, c'est elle-même qui les finance en contrepartie d'une exploitation pour quelques décennies. Oui, oui. Oui, donc les Chinois ont intérêt à faire ça.
Les Chinois ont intérêt à faire ça parce que tout simplement, la Chine considère qu'elle n'a pas vocation à être le gendarme du monde, qu'elle n'a pas vocation à envahir des pays pour vendre ses bricoles. Et donc, la Chine est consciente que le développement local, y compris le développement des consciences, va permettre au pays de se calmer, de s'apaiser et de se stabiliser. Et donc, de permettre le commerce des entreprises chinoises qui sont les plus concurrentielles sur le marché aujourd'hui. Ils font le pari du développement avec certains pays africains, non pas pour les beaux yeux de ces populations-là, mais en se disant que ne voulons pas investir dans des armées et dans des guerres éternelles sur des territoires lointains, il est préférable d'avoir des pays apaisés et calmes, voire qui soient en développement, pour continuer à vendre ce qu'ils ont. D'accord. Donc, pardon. Justement, dans ce cas, est-ce que justement le fait d'avoir pris la décision, c'est donc pas mal de projets, que ce soit elle-même qui les finance et pour inciter à ce développement, est-ce que justement la question qu'on se pose et qui n'est pas très apparente souvent, est-ce que l'idée d'exporter elle-même, c'est-à-dire son modèle de développement qui lui a permis de sortir en quelques décennies plus de 800 millions de Chinois de la pauvreté, ne serait pas aussi un moyen de faire évoluer les mentalités et de faire évoluer la gouvernance dans les pays africains. Oui et non. Je ne pense pas qu'il y ait de l'angélisme dans la démarche chinoise. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la Chine n'exporte pas que des biens, elle exporte aussi des Chinois, énormément de Chinois. Et ces Chinois-là, ce sont la communauté chinoise à l'étranger, rapporte chaque année à la Chine 60 milliards de dollars. Et donc, ces 60 milliards de dollars-là, qui ne sont pas faits avec les efforts du gouvernement chinois, c'est de l'argent, c'est une manne à protéger coûte que coûte. Ils n'ont pas beaucoup d'options. L'option qui s'offre à eux, c'est faire comme les États-Unis, envahir des pays et dépenser 1000 milliards comme l'a fait les États-Unis en Afghanistan pour arriver à une pacification d'un pays par sa vitrification et non pas par son développement. La Chine est en train de se dire, non, j'ai des millions de Chinois qui vivent à l'étranger, peut-être dans quelques années des dizaines, des centaines de millions, peut-être. Peut-être qu'ils vont atteindre le chiffre de 100 millions de Chinois à l'étranger. Ces 100 millions de Chinois-là, ils devront vivre dans des pays où il y a un minimum de sécurité, un minimum de stabilité, et qui continueront à coûter 0 yuan au gouvernement chinois. Et ceci passe par le développement de ces pays-là et aussi en rendant les populations de ces pays-là sino-compatibles, en les éduquant à la chinoise, en leur offrant des équipements chinois, en leur offrant des bourses, etc. En faisant en sorte que l'homme, donc de l'homme venant de Chine, ne soit pas vu comme étant un extraterrestre venant en Afrique, de par sa couleur de peau, de par ses yeux bridés, etc. Donc, les Chinois sont en train le gouvernement chinois, par le développement des pays africains, qui n'est pas un développement gratuit et un développement pour les beaux yeux des Africains, est en train de rendre le chinois africano-compatible pour qu'il puisse envahir Mais demain Akram Kharia, puis un économiquement la Chine. dernier mot. Un dernier Oui. mot, si ça arrange les intérêts de tout le Ah oui, monde, oui, oui, je ne dis pourquoi pas que pas? c'est une mauvaise chose. Je ne dis D'accord. pas que c'est une mauvaise chose, c'est une démarche très intelligente de la part des Chinois qui pensent à leur peuple avant tout, à leur développement et qui pensent préparer l'avenir. Akram Kharia, je vous remercie pour toutes Merci à ces vous. analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt. Au revoir.